Les lumières fluorescentes au-dessus du lit d'Emma ne cessent de bourdonner. Cela fait 72 heures depuis ce terrifiant jeudi soir où tout a basculé. J'avais récupéré Emma chez sa mère, Jessica, pour ma semaine de garde, et elle semblait bien pendant le dîner. Nous avons regardé un film ensemble, et elle s'est couchée vers 20h30. Mais à 2 heures du matin, je me suis réveillé au son de sa lutte pour respirer. Son inhalateur n'aidait pas. Rien n'aidait. Je n'avais jamais vu ses lèvres prendre cette teinte de bleu auparavant. Le trajet en ambulance jusqu'au centre médical pour enfants a semblé durer une éternité, même si l'ambulancier m'a dit que cela n'avait duré que 12 minutes. Emma a perdu connaissance juste au moment où nous arrivions aux urgences. La docteure Patricia Williams, la pneumopédiatre, a expliqué l'état d'Emma avec des mots qui résonnent encore dans mon esprit. Bronchospasme sévère, insuffisance respiratoire, possible dommage pulmonaire à long terme si nous ne maîtrisons pas l'inflammation. Ils ont dû l'intuber immédiatement et la mettre sous respirateur pour donner à ses poumons le temps de guérir. Les prochaines 48 à 72 heures sont critiques, avait dit la docteure Williams. Ses yeux bienveillants montraient à la fois une compétence professionnelle et une préoccupation sincère. Les enfants atteints d'asthme de la gravité d'Emma peuvent se rétablir complètement, mais cela nécessite une surveillance attentive et un repos absolu pour son système respiratoire. Je n'ai pas quitté cette chambre depuis. Mon superviseur chez Peterson Electric a compris quand j'ai appelé pour un congé d'urgence. Frank est dans le métier depuis 30 ans et il sait ce que cela signifie quand quelqu'un dit que son enfant est en soins intensifs. Prends tout le temps dont tu as besoin, Monroe, avait-il dit, les équipes s'occupent de tout. Mais ma famille, elle, avait une perspective entièrement différente. Le texto de ma mère n'était pas le premier. Elle m'envoyait des messages depuis vendredi à propos de la fête de Gender Reveal de Stéphanie. Ma sœur cadette, l'enfant prodige, qui ne pouvait rien faire de mal, annonçait enfin si elle et son mari Derek attendaient un garçon ou une fille. C'était apparemment l'événement social de la saison dans le monde de ma mère. Tu avais promis d'apporter le gâteau au chocolat de la boulangerie Morrison's, a-t-elle texté vendredi matin. J'avais fait cette promesse il y a 3 semaines, avant que mon monde ne bascule. Stéphanie l'a demandé spécifiquement parce que tu choisis toujours les bons desserts. J'avais essayé d'expliquer l'urgence d'Emma, mais les réponses de ma mère devenaient de plus en plus irritées. Elle a déjà eu des crises d'asthme, Monroe. Tu es trop dramatique. Une nuit à l'hôpital ne signifie pas que tu abandonnes tes engagements familiaux. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis des années. Ma mère n'avait jamais vraiment pris l'état de santé d'Emma au sérieux. Pour elle, l'asthme n'était qu'un autre inconvénient, une autre façon pour moi de trouver des excuses ou de chercher l'attention. Le schéma avait toujours été là, et j'avais été trop occupé à essayer de plaire à tout le monde pour le remarquer. Stéphanie m'a appelé directement samedi matin. Monroe, c'est quoi cette histoire de manquer ma fête? Maman dit que tu essaies encore de te soustraire à tes obligations. Ma fille est sous respirateur, Stéphanie. Elle ne peut pas respirer seule en ce moment. Allons, tu exagères. Les enfants se remettent vite de ce genre de choses. Le fils de la sœur de Derek a eu une pneumonie le mois dernier, et elle est quand même venue à notre célébration de fiançailles. Tu as juste besoin de mieux gérer tes priorités. La conversation s'est terminée quand je lui ai raccroché au nez. Mais le mal se propageait déjà dans notre réseau familial. Cousins, tantes, oncles. Tout le monde recevait une version de l'histoire où Monroe était difficile et laissait tout le monde tomber lors d'une étape familiale importante. Mon téléphone vibrait constamment de messages de parents remettant en question mon attachement aux valeurs familiales. L'oncle Paul a texté, ta sœur n'a qu'une seule première gender reveal. Monroe, Emma comprendra quand elle sera plus âgée que parfois nous devons faire des sacrifices pour des occasions spéciales. C'est à ce moment-là que la docteure Williams a remarqué ma détresse lors de sa tournée du soir. Monsieur Garrett, vous êtes ici depuis 3 jours d'affilée. Quand avez-vous mangé un vrai repas ou changé de vêtements pour la dernière fois? J'ai baissé les yeux sur la même chemise de travail et le même jean que je portais depuis jeudi soir. Je ne peux pas la laisser, docteur. Et si quelque chose arrivait pendant mon absence? Les infirmières vous appelleront immédiatement s'il y a le moindre changement. Vous ne serez d'aucune utilité à Emma si vous vous effondrez d'épuisement. Allez au moins à la cafétéria pendant 20 minutes. Mais je ne pouvais pas me résoudre à partir. Chaque respiration qu'Emma prenait était assistée par cette machine. Chaque battement de cœur était surveillé sur des écrans qui bipaient et clignotaient 24 heures sur 24.
Comment pouvais-je m'absenter pour un gâteau et des jeux de société alors que ma fille se battait pour sa vie? C'est alors que Jessica est arrivée. Je ne m'attendais pas à ce que mon ex-femme se présente. Nous étions divorcés depuis 2 ans et notre communication se limitait généralement à la logistique des échanges de garde. Mais la voilà, samedi soir, entrant dans l'unité de soins intensifs comme si elle était chez elle. « Monroe, nous devons parler », annonça-t-elle, sans même jeter un premier regard à Emma. J'ai réfléchi à cette situation et je ne suis pas à l'aise avec la façon dont tu as géré les choses. La façon dont j'ai géré les choses, Jessica? Je l'ai amenée à l'hôpital à la seconde où elle ne pouvait plus respirer. Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment exactement? Tu aurais dû mieux surveiller son état en premier lieu. Tu aurais dû remarquer les signes plus tôt. Emma m'a dit que son inhalateur ne fonctionnait pas aussi bien dernièrement. Mais as-tu fait un suivi avec son médecin? T'es-tu assuré qu'elle prenait son traitement préventif de manière constante? L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. Les ordonnances d'inhalateur d'Emma étaient toujours renouvelées à temps. C'est moi qui la conduisais à chaque rendez-vous chez le pneumologue depuis le divorce. C'est moi qui avais appris la bonne technique d'inhalation et qui lui avais enseigné à reconnaître ses signes avant-coureurs. Jessica, tu sais que ce n'est pas juste. J'ai parfaitement bien géré son asthme. Vraiment? Parce que la docteure Williams m'a dit que les niveaux d'inflammation d'Emma suggèrent que cela se préparait depuis des semaines. Où étais-tu quand cela se passait? Je fixais mon ex-femme, essayant de comprendre ce qui se passait. Tu essaies sérieusement de me blâmer pour la maladie d'Emma? Je dis qu'il est peut-être temps de reconsidérer nos modalités de garde. Emma a besoin de stabilité. Elle a besoin d'un parent qui peut se concentrer entièrement sur ses besoins de santé sans être distrait par les horaires de travail et les projets du week-end. La menace était sans équivoque. Jessica parlait de demander la garde exclusive. Elle utilisait l'urgence médicale d'Emma comme une arme contre moi. Et le pire, c'est qu'elle coordonnait probablement cette attaque avec ma mère, qui racontait à tout le monde que j'abandonnais la famille et que je faisais de mauvais choix. Je me sentais complètement seul dans cette chambre d'hôpital stérile, entouré par les bruits des équipements de survie et l'odeur d'antiseptique. Ma fille avait besoin de moi plus que jamais. Mais au lieu du soutien de sa famille élargie, je faisais face à une campagne coordonnée pour prouver que j'étais un parent inapte. Cette nuit-là, après que Jessica soit partie avec de vagues menaces de consulter son avocat, j'ai pris une décision. J'ai bloqué le numéro de ma mère. Je n'allais laisser personne me culpabiliser pour quitter le chevet d'Emma pour une fête. Je n'allais pas m'excuser de faire passer la vie de ma fille avant les obligations sociales. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Le dimanche matin a apporté un nouveau niveau de dysfonctionnement familial que je n'aurais pas cru possible. Stéphanie a trouvé un moyen de contourner mon blocage en appelant depuis le téléphone de Derek à 6h45 du matin. Sa voix était stridente d'indignation quand j'ai répondu « Monroe Jacob Garrett, comment oses-tu bloquer le numéro de maman? Comment oses-tu embarrasser toute notre famille comme ça ?» J'ai gardé une voix basse car Emma était toujours inconsciente et les infirmières avaient souligné que Louis était souvent le dernier sens à être affecté. Stéphanie, ma fille est gravement malade. Je ne discute pas de l'organisation d'une fête en ce moment. Tu ne discutes de rien parce que tu as décidé d'être complètement égoïste et égocentrique. As-tu la moindre idée à quel point j'ai été humilié hier? Sais-tu ce que ça fait de devoir expliquer à 35 personnes pourquoi mon propre frère n'a pas pu se donner la peine de venir? Je t'ai dit exactement où j'étais et pourquoi. Tu m'as dit que tu étais trop dramatique à propos d'une simple poussée d'asthme. Emma va bien, Monroe. Elle cherche probablement juste à attirer l'attention parce qu'elle sait que tu vas tomber dans le panneau. Les enfants manipulent leurs parents tout le temps. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Ma fille de 8 ans, allongée immobile avec un tube dans la gorge, me manipulait apparemment pour attirer l'attention. Selon ma sœur, le respirateur qui maintenait Emma en vie faisait partie d'un stratagème élaboré d'enfant. Stéphanie, je raccroche maintenant. Attends, avant de le faire, tu devrais savoir que j'ai parlé aux membres de la famille de ce schéma de comportement. Ce n'est pas la première fois que tu utilises Emma comme excuse pour éviter les responsabilités familiales. Tu te souviens de Noël il y a 2 ans, quand tu es parti tôt parce qu'elle avait mal au ventre? Tu te souviens du 4 juillet, quand tu n'as pas pu rester pour les feux d'artifice à cause de sa routine du coucher? Je me souvenais très bien des 2 occasions. À Noël, Emma avait 39 degrés de fièvre. Lors du rassemblement du 4 juillet, elle avait été submergée par la foule et le bruit, et j'avais reconnu les signes d'une crise d'angoisse imminente qui pouvait déclencher son asthme.
Ce n'était pas des excuses, Stéphanie. C'était des décisions parentales. C'était toi qui faisais passer l'inconfort temporaire d'un enfant avant l'unité familiale. Et maintenant tu recommences, sauf que cette fois, tu te caches derrière une urgence médicale pour justifier ton comportement antisocial. Ce qui m'a choqué n'était pas seulement la cruauté de ses paroles, mais le calcul derrière elles. Stéphanie avait clairement monté un dossier contre ma parentalité depuis des mois, peut-être des années. Chaque fois que j'avais priorisé les besoins d'Emma par rapport aux événements sociaux familiaux, elle avait tenu les comptes. Derek et moi avons discuté de cette situation, continua-t-elle. Et nous pensons que tu pourrais bénéficier de conseils professionnels pour établir des limites appropriées avec Emma. Ce n'est pas sain pour un enfant d'avoir autant de contrôle sur la vie sociale d'un parent. Derek était un associé junior dans un cabinet d'avocats de taille moyenne en ville. L'implication était claire. Ils envisageaient une intervention légale si je ne commençais pas à me conformer à leurs attentes de participation familiale. Ma limite est de garder ma fille en vie, Stéphanie. Je suis désolé si cela interfère avec l'organisation de ta fête. Ta limite est d'utiliser un enfant malade pour manipuler tout le monde autour de toi afin de satisfaire ton anxiété sociale et ton besoin d'attention, mais ça ne marchera plus, Monroe. La famille en a parlé et nous n'allons pas cautionner ce comportement. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 1 heure plus tard, j'ai découvert ce que « la famille en a parlé » signifiait réellement. Stéphanie avait publié une série de mises à jour sur les réseaux sociaux à propos de sa fête de « gender reveal » qui dépeignait une image de trahison et d'abandon familial. La photo montrait un magnifique jardin décoré en rose et bleu, des dizaines de parents souriants, et un gâteau élaboré de la boulangerie Morrison's que quelqu'un d'autre avait apparemment fourni. Les légendes racontaient une autre histoire. Quand les membres de la famille choisissent le drame plutôt que l'amour, le reste d'entre nous s'aime encore plus fort, et, tellement reconnaissante pour les parents qui se présentent quand ça compte et j'apprends à lâcher prise de ceux qui trouvent toujours des excuses. La section des commentaires était remplie de messages de soutien de tantes, de cousins et d'amis de la famille, tous exprimant leur sympathie pour Stéphanie qui devait faire face à des membres de la famille difficiles et peu fiables. Personne n'a mentionné que le membre de la famille difficile était actuellement dans une unité de soins intensifs pédiatriques, regardant sa fille se battre pour sa vie. Mais la campagne sur les réseaux sociaux n'était que le début. Vers midi, j'ai commencé à recevoir des appels de membres de la famille élargie qui avaient été à la fête. Ma mère avait attaqué la confiance entre moi et ma fille au moment où Emma était la plus effrayée et la plus vulnérable. Elle avait utilisé l'urgence médicale d'Emma comme une opportunité pour créer le doute sur mon amour et mon engagement. Emma, regarde-moi. Ai-je quitté cette chambre depuis que tu es ici? Non, papa. Tu as été là tout le temps. C'est parce qu'il n'y a aucun autre endroit où je veux être. Il n'y a rien de plus important pour moi que de m'assurer que tu es en sécurité et aimé. Mamie a eu tort de te dire ces choses. Mais Emma n'avait pas fini. Papa. Elle a dit autre chose aussi. Mon grand-père tendit la main et prit la mienne, sentant que ce qui allait suivre serait pire. Elle a dit que maman et elle avaient trouvé un nouveau papa pour moi, quelqu'un avec beaucoup d'argent qui peut mieux s'occuper de moi. Elle a dit que tu allais signer des papiers pour le laisser m'adopter parce que tu es fatigué d'être pauvre et de t'occuper d'enfants malades. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. Ma mère n'avait pas seulement attaqué ma relation avec Emma. Elle avait révélé ce qui ressemblait à un véritable plan impliquant Jessica et une adoption potentielle. Ce n'était pas de la cruauté gratuite. Cela faisait partie d'une stratégie coordonnée pour me retirer de la vie d'Emma. Emma, ma chérie, je ne signerai jamais de papier pour te donner à quelqu'un d'autre. Tu es ma fille et je serai toujours ton papa. Personne ne peut changer ça. Mais et si le nouveau papa a plus d'argent pour de meilleurs médecins? Et si j'étais en meilleure santé si je vivais avec lui au lieu de toi? La manipulation était d'une efficacité déchirante. Ma mère avait pris la peur légitime d'Emma concernant son état de santé et l'avait tordue en culpabilité d'être un fardeau pour moi. Elle avait fait en sorte qu'une fillette de 8 ans s'inquiète que sa maladie ruine ma vie et qu'elle serait mieux avec des étrangers. Emma, écoute-moi très attentivement. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas trop cher. Tu n'es pas trop de travail. Tu es la chose la plus importante dans mon monde entier. Et je préférerais être pauvre avec toi que riche sans toi. La docteure Williams choisit ce moment pour revenir pour une dernière vérification, et elle remarqua immédiatement la tension émotionnelle dans la pièce. Est-ce que tout va bien? Emma, tu sembles contrariée. Je regardai mon grand-père, qui hocha la tête d'un air encourageant. Docteur,
Emma vient de nous dire que quelqu'un lui a rendu visite hier et lui a dit des choses très troublantes sur ses soins médicaux et notre situation familiale. Est-il possible que le stress émotionnel puisse affecter son rétablissement? La docteure Williams s'assit à côté du lit d'Emma. Emma, parfois, quand nous sommes malades et effrayés, les gens peuvent dire des choses qui nous inquiètent encore plus. Mais je veux que tu saches que ton papa a pris excellemment soin de toi. Il a tout fait exactement comme il fallait, et c'est pourquoi tu vas mieux. Vraiment? Vraiment. Ton papa t'a amené à l'hôpital dès que tu ne pouvais plus respirer. Il est resté avec toi chaque jour. Il a posé toutes les bonnes questions sur ton traitement. C'est ce que font les bons papas quand leurs petites filles sont malades. Emma parut soulagée, mais je pouvais voir que les mots de ma mère avaient planté des graines de doute qui prendraient du temps à être complètement dissipées. Après le départ de la docteure Williams, Emma s'endormit en me tenant la main. Mon grand-père et moi sommes restés assis dans la pièce sombre, assimilant ce que nous venions d'apprendre. Monroe, c'est pire que ce que je pensais. Ta mère n'a pas seulement fait des erreurs ou mal compris la situation. Elle a délibérément utilisé la maladie d'Emma pour essayer de détruire ta relation avec elle. Grand-père, elle a mentionné des papiers d'adoption et un nouveau papa avec de l'argent. On dirait qu'elle a coordonné quelque chose de spécifique avec Jessica. Je pense que tu dois faire des recherches, mon garçon, car s'il y a un plan légal en cours, tu dois le savoir avant qu'il ne soit trop tard pour te défendre. J'ai passé cette nuit à faire des recherches sur le droit de la famille sur mon téléphone pendant qu'Emma dormait paisiblement pour la première fois en 5 jours. Ce que j'ai découvert rendait tout ce que ma mère avait dit à Emma encore plus sinistre. Dans notre État, les droits parentaux pouvaient être retirés si un tribunal déterminait qu'un parent était incapable de fournir des soins médicaux adéquats à un enfant ayant des besoins spéciaux. Si Jessica pouvait prouver que l'hospitalisation d'Emma était le résultat de ma négligence, et si elle pouvait démontrer qu'une autre personne était mieux équipée pour gérer les besoins médicaux d'Emma, elle pourrait effectivement demander le retrait de mes droits en faveur d'une adoption par un beau-père. La visite de ma mère n'avait pas été de la cruauté gratuite. C'était la préparation d'une bataille pour la garde qui positionnerait la maladie d'Emma comme une preuve de mon inadéquation en tant que père. Mais j'étais sur le point de découvrir que la conspiration était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Le mardi matin a apporté des révélations plus troublantes que je n'aurais pu l'anticiper. Pendant qu'Emma dormait paisiblement pour la première fois depuis qu'elle avait repris connaissance, j'ai décidé d'enquêter sur les papiers d'adoption qu'elle avait mentionnés. Ces paroles sur un nouveau papa avec beaucoup d'argent semblaient trop spécifiques pour être une manipulation désinvolte. J'ai commencé par appeler mon ami Robert, qui supervisait l'équipe d'électriciens chez Peterson Electric. Robert avait traversé une bataille de garde difficile 3 ans plus tôt et en savait plus sur le droit de la famille que je n'aurais jamais voulu en apprendre. Monroe, comment va Emma? Frank a parlé de la situation à toute l'équipe. Elle est réveillée maintenant et s'améliore, mais je dois te demander quelque chose d'étrange. Est-ce que quelqu'un t'a appelé pour te poser des questions sur moi, sur mes performances au travail ou ma stabilité? Il y a eu une pause. En fait, oui. Vendredi dernier, quelqu'un a appelé en prétendant être des services de protection de l'enfance. Il voulait savoir des choses sur ta ponctualité, ton comportement, si tu semblais stressé ou dépassé par la monoparentalité. Je leur ai dit que tu étais l'un des gars les plus fiables que nous ayons. Mon estomac s'est noué. Qu'ont-ils demandé exactement? Des trucs bizarres. Si tu parlais des frais médicaux d'Emma comme d'un fardeau financier, si tu avais déjà mentionné que tu sentais que tu ne pouvais pas gérer ces problèmes de santé seul, si tu semblais en vouloir d'avoir des responsabilités de garde. C'était exactement le genre de questions qui soutiendrait un dossier pour mettre fin aux droits parentaux sur la base de l'incapacité à fournir des soins adéquats. Robert, ce n'était pas vraiment les services de protection de l'enfance. Je pense que quelqu'un monte un dossier contre mes droits de garde. De quoi as-tu besoin? Peux-tu documenter cet appel? Note tout ce dont tu te souviens sur les questions et quand c'est arrivé. J'en aurai peut-être besoin pour le tribunal. Après avoir raccroché avec Robert, j'ai appelé Jessica directement. Je devais savoir si mes soupçons étaient corrects. Monroe, j'espère que tu appelles pour discuter de la planification de la sortie d'Emma. Nous devons parler de la modification de notre accord de garde pour nous assurer qu'elle bénéficie d'une surveillance médicale appropriée à l'avenir. Jessica, est-ce que quelqu'un t'a aidé à monter un dossier contre ma parentalité? Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que quelqu'un t'a encouragé à demander une modification de la garde? Quelqu'un t'a-t-il fourni des conseils juridiques ou un soutien? Le silence de Jessica a duré trop longtemps.
Monroe, j'ai consulté un avocat au sujet du meilleur intérêt d'Emma. C'est mon droit en tant que mère. Quel avocat? C'est confidentiel. Est-ce le cabinet d'avocats de Derek? Une autre pause révélatrice. Derek a mentionné que son cabinet traite parfois des affaires de droit de la famille et ils ont offert de fournir des services de consultation à un tarif réduit. J'ai senti les pièces du puzzle s'emboîter. Le mari de Stéphanie fournissait des services juridiques pour aider Jessica à m'enlever Emma. Ma mère leur fournissait des munitions en déformant ma situation financière et mes capacités parentales. Et ils avaient coordonné cet effort pendant qu'Emma se battait pour sa vie. Jessica, à qui d'autre as-tu parlé de cette modification de la garde? Je n'ai pas à répondre à tes questions. Monroe, as-tu parlé à ma mère? Ta mère m'a appelé dimanche matin pour exprimer son inquiétude concernant les soins d'Emma. Elle a mentionné que tu semblais dépassé par les responsabilités médicales et que tu empruntais de l'argent à la famille pour couvrir les dépenses. Jessica, je n'ai emprunté d'argent à personne. Mon assurance couvre les soins médicaux d'Emma, et la raison pour laquelle je semble dépassé est que notre fille a été inconsciente sous respirateur. Ta mère dit que tu as exagéré les besoins médicaux d'Emma pour attirer l'attention et que tu utilises son asthme comme une excuse pour éviter les obligations familiales. J'ai réalisé que ma mère avait joué sur les deux tableaux. Elle avait dit à ma famille que je surréagissais aux besoins médicaux d'Emma tout en disant simultanément à Jessica que je sous-réagissais et que je fournissais des soins inadéquats. Jessica, est-ce que ma mère t'a suggéré de demander une modification de la garde? Elle a mentionné qu'Emma pourrait bénéficier d'un environnement familial plus stable avec de meilleures ressources pour gérer ses besoins médicaux. De meilleures ressources comme quoi? Comme un beau-père financièrement établi qui peut fournir des soins médicaux privés au lieu de dépendre des urgences. Voilà. Jessica prévoyait déjà de se remarier avec quelqu'un qui pourrait fournir de meilleures ressources médicales pour Emma. Et ma mère l'encourageait à présenter mes limites financières comme de la négligence médicale. Après avoir terminé l'appel avec Jessica, j'ai contacté le défenseur des droits des patients de l'hôpital pour discuter de mes préoccupations concernant les visiteurs non autorisés et l'ingérence potentielle dans les soins d'Emma. Monsieur Garrett, les visiteurs non autorisés peuvent absolument avoir un impact sur le rétablissement d'un enfant, surtout s'ils causent une détresse émotionnelle. Nous pouvons mettre en place des restrictions de visite strictes qui nécessitent votre approbation explicite pour que quiconque voie Emma. J'apprécierais cela. Et y a-t-il un moyen de documenter l'impact émotionnel de la visite non autorisée de ma mère? La docteure Williams peut noter dans le dossier d'Emma qu'elle a subi une détresse liée à un comportement inapproprié d'un visiteur. Cette documentation peut être importante s'il y a des préoccupations de garde. Mais mon enquête a révélé des détails encore plus troublants. Je me suis souvenu des inquiétudes de mon grand-père au sujet de ma mère lui demandant de l'argent pour couvrir mes supposées dettes. Quand je l'ai appelé mardi après-midi, ces informations ont complété d'autres pièces du puzzle. Monroe, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Ta mère m'a demandé plus de $3000 au cours des 6 derniers mois, prétendant que tu lui empruntais de l'argent et que tu ne la remboursais pas. Grand-père, je n'ai jamais emprunté d'argent à maman. Où a-t-elle dit que cet argent allait? Les frais médicaux d'Emma, ton loyer quand le travail était au ralenti, les réparations de voitures quand tu ne pouvais pas te les permettre. Elle a fait croire que tu étais constamment en difficulté et qu'elle cautionnait ton irresponsabilité en continuant à t'aider. Combien d'argent t'a-t-elle emprunté au total? Près de $8000 depuis Noël dernier. Elle a toujours promis de me rembourser quand tu la rembourserais. Je me sentais mal. Ma mère avait volé de l'argent à son père âgé en prétendant que c'était pour mes urgences financières fictives. Elle avait créé tout un récit sur mon irresponsabilité pour justifier ce qui s'apparentait à un abus financier envers une personne âgée. Grand-père, j'ai besoin que tu documentes toutes ces transactions, les dates, les montants, ce qu'elle a dit que l'argent était pour. Je pense qu'elle a commis une fraude financière. Monroe, il y a autre chose. Derek m'a appelé le mois dernier pour me poser des questions sur ta situation financière. Il a dit qu'il essayait d'aider la famille à comprendre comment mieux te soutenir pendant les moments difficiles. Derek avait recueilli des informations financières pour soutenir le dossier de garde de Jessica tout en se faisant passer pour un membre de la famille concernée. La coordination entre ma mère, ma sœur, Jessica et Derek était plus étendue que je ne l'avais réalisé. Ce soir-là, alors qu'Emma dormait confortablement avec beaucoup moins de soutien médical, j'ai pris une décision. J'ai appelé directement le cabinet d'avocats de Derek. J'aimerais parler à Derek Patterson d'un conflit d'intérêts potentiel impliquant la représentation en droit de la famille.
Monsieur Patterson est absent du bureau. Quelqu'un d'autre peut-il vous aider? C'est au sujet de sa représentation de Jessica Martinez dans une affaire de garde tout en fournissant également des conseils financiers à ma mère, Patricia Garrett, sur la même situation familiale. Il y a eu une longue pause. Monsieur, je vais devoir demander à quelqu'un de notre département d'éthique de vous rappeler. En moins de 2 heures, le cabinet de Derek a appelé pour m'informer qu'il se retirait de toute représentation de Jessica en raison de problèmes de conflit d'intérêts. Apparemment, la relation personnelle de Derek avec ma famille créait des problèmes éthiques pour représenter quelqu'un dans une affaire contre un membre de la famille. Mais le mal était déjà fait. Jessica avait été encouragée à demander une modification de la garde. Ma mère avait fourni de fausses informations pour soutenir ce dossier, et ma famille avait systématiquement sapé ma réputation de parent pendant qu'Emma se battait pour sa vie. Ce que j'ai découvert ensuite prouverait que leur trahison était encore plus calculée que je ne l'avais imaginé. Le mercredi matin a marqué un tournant à plus d'un titre. Emma était alerte, respirait de manière autonome et devait être transférée des soins intensifs à une chambre pédiatrique normale. Mais plus important encore, j'ai décidé d'arrêter d'être sur la défensive et de commencer à riposter contre l'attaque coordonnée contre ma parentalité et ma relation avec ma fille. Mon premier appel a été pour Linda Morrison, une avocate spécialisée en droit de la famille que Robert m'avait recommandée. Linda était spécialisée dans la protection des droits parentaux et avait de l'expérience dans les cas d'aliénation parentale. Monsieur Garrett, d'après ce que vous avez décrit, cela ressemble à un cas d'école d'aliénation parentale combiné à un abus financier potentiel envers une personne âgée. La bonne nouvelle est que la plupart de leur stratégie dépend de votre passivité. Si vous êtes prêt à être proactif, nous pouvons renverser la situation. Que voulez-vous dire? La visite non autorisée de votre mère à l'hôpital et ses déclarations à Emma constituent une ingérence dans la relation parent-enfant. La coordination de Jessica avec les membres de votre famille pour monter un dossier de garde pourrait être considérée comme un litige de mauvaise foi. Et si votre grand-père est disposé à documenter la fraude financière, votre mère pourrait faire face à des accusations criminelles. Linda a expliqué que ma première étape devrait être de rassembler des preuves et de la documentation avant que quiconque ne se rende compte que je préparais une réponse juridique. Conservez chaque texto, chaque message vocal, chaque publication sur les réseaux sociaux. Obtenez des déclarations écrites de votre superviseur au travail, du médecin d'Emma et de toute personne ayant été témoin de leur comportement. Documentez la fraude financière avec les relevés bancaires de votre grand-père. Nous devons constituer un dossier complet avant qu'ils n'aient la chance de couvrir leurs traces. J'ai passé le mercredi après-midi à rassembler des preuves avec une détermination systématique. Robert a fourni une déclaration écrite détaillée sur le faux appel des services de protection de l'enfance, y compris les questions spécifiques posées et ses réponses. La docteure Williams a accepté de documenter la détresse émotionnelle d'Emma suite à la visite non autorisée de ma mère et son opinion selon laquelle j'avais fourni d'excellents soins parentaux tout au long de l'urgence médicale. Le service de sécurité de l'hôpital a fourni la documentation officielle de la visite non autorisée de ma mère, y compris les horodatages et les images la montrant accédant à la chambre d'Emma sous de faux prétextes. Mais la preuve la plus importante est venue de mon grand-père. Monroe, je suis allé à la banque ce matin et j'ai obtenu des copies de toutes les transactions que ta mère a demandées. J'ai aussi trouvé quelque chose d'autre de troublant. Il m'a tendu un dossier rempli de relevés bancaires et de correspondances. Ta mère a utilisé mon compte pour effectuer des paiements au cabinet d'avocats de Derek. De petits montants, mais des paiements réguliers depuis le mois dernier. Grand-père, elle a payé l'avocat de Jessica avec l'argent qu'elle t'a volé en prétendant que c'était pour mes urgences. C'est exactement ce qui s'est passé. Et regarde ça. Il m'a montré une série de chèques libellés à l'ordre d'un détective privé à Dallas. Les mémos de paiement indiquaient « Recherche garde d'enfant ». Monroe. Ta mère a engagé un détective privé pour déterrer des informations sur ta vie personnelle. Elle planifie cette attaque pour la garde depuis des mois. J'ai ressenti un mélange de rage et de clarté. Ma mère n'avait pas réagi émotionnellement à l'hospitalisation d'Emma. Elle l'avait utilisé comme une opportunité pour faire avancer un plan à long terme visant à me retirer de la vie de ma fille. Le jeudi matin a apporté le premier signe que ma contre-attaque fonctionnait. Derek m'a appelé directement, contournant entièrement Jessica. Monroe, je pense qu'il y a eu un malentendu sur la situation familiale. Je veux que tu saches que mon cabinet n'est plus impliqué dans aucune affaire juridique concernant la garde d'Emma. Pourquoi ce changement soudain, Derek? Nous avons découvert des conflits d'éthique qui rendent inapproprié pour nous de représenter Jessica dans cette affaire. De plus,
certaines des informations qui nous ont été fournies sur votre situation financière semblent avoir été inexactes. Tu veux dire que les informations fournies par ma mère étaient fausses? Je ne peux pas discuter des détails, mais je peux vous dire que nos recherches préliminaires n'ont pas soutenu les affirmations qui ont été faites sur votre instabilité économique ou votre adéquation parentale. Le cabinet de Derek avait fait sa propre enquête et découvert que les affirmations de ma mère étaient fabriquées. Plutôt que de faire face à des violations éthiques potentielles pour avoir participé à un litige de mauvaise foi, ils abandonnaient complètement le cas de Jessica. Mais mon appel le plus important a été au service de protection de l'enfance. J'aimerais signaler une suspicion d'aliénation parentale et d'abus financiers envers une personne âgée, ai-je dit à l'agent d'accueil. J'ai la documentation d'efforts coordonnés pour interférer avec mes droits parentaux et des preuves de fraude financière contre mon grand-père âgé. Les services de protection de l'enfance, CPS, ont accepté d'ouvrir une enquête sur la base de la visite non autorisée de ma mère à l'hôpital et de ses déclarations à Emma. Ils étaient particulièrement préoccupés par l'abus financier envers une personne âgée, qui indique souvent des schémas plus larges de manipulation et d'exploitation. Monsieur Garrett, nous allons interroger Emma sur la visite de sa grand-mère et évaluer s'il y a eu manipulation psychologique. Nous allons également référer les allégations d'abus financiers au service de protection des adultes et potentiellement aux forces de l'ordre. Jeudi après-midi, j'ai pris la mesure la plus difficile mais nécessaire. J'ai appelé ma mère directement. Patricia, c'est Monroe. Je t'appelle pour t'informer que tu n'es plus la bienvenue pour avoir un contact avec moi ou ma fille. Monroe, ne sois pas ridicule. Emma est ma petite fille. Emma est ma fille. Et tu as utilisé son urgence médicale pour essayer de la monter contre moi. Tu as dit à un enfant inconscient que je ne voulais pas d'elle et que je prévoyais de la donner en adoption. J'essayais d'aider Emma à comprendre la réalité de sa situation. La réalité, c'est que tu as volé de l'argent à grand-père Harold en mentant sur mes besoins financiers. La réalité, c'est que tu as coordonné avec Jessica pour monter un faux dossier de garde contre moi. La réalité, c'est que tu as manipulé tout le monde dans cette famille pour tes propres fins. Il y a eu un silence à l'autre bout. Patricia, le CPS enquête sur ta visite non autorisée à l'hôpital et tes déclarations à Emma. Les services de protection des adultes enquêtent sur l'abus financier de grand-père Harold, et j'ai la documentation de tout ce que tu as fait la semaine dernière. Tu fais une erreur, Monroe. La famille ne se retourne pas contre la famille. Tu as raison sur ce point. La famille ne se retourne pas contre la famille, c'est pourquoi ce que tu as fait n'est pas un comportement familial. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro à nouveau. Mais cette fois, je ne me cachais pas de la pression familiale. Je protégeais ma fille d'une manipulation psychologique documentée. Le vendredi matin a apporté le moment le plus satisfaisant de toute cette épreuve. Jessica a appelé pour discuter de la modification de notre approche des discussions sur la garde. Monroe, je pense que nous devrions envisager la médiation au lieu du litige pour tout ajustement de la garde. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Jessica? Le cabinet de Derek s'est retiré de l'affaire, et ma consultation avec un autre avocat a suggéré que les preuves pour une modification pourraient ne pas être aussi solides que je le pensais initialement. Traduction, le nouvel avocat de Jessica lui avait dit que ma documentation détruirait son cas et qu'elle pourrait en fait perdre du temps de garde plutôt que d'en gagner. Jessica, laisse-moi être clair sur une chose. Toute discussion future sur la garde inclura la documentation de ta coordination avec ma famille pour monter un faux dossier contre moi. Tout avocat que tu embaucheras recevra des copies des preuves que j'ai recueillies, et toute tentative d'interférer avec ma relation avec Emma entraînera une action en justice immédiate. Je pense que tu surréagis, Monroe. Emma a été sous respirateur pendant 4 jours et au lieu de soutenir son rétablissement, tu as utilisé son urgence médicale pour essayer de me l'enlever. Ce n'est pas surréagir. C'est protéger ma fille des gens qui exploiteraient sa maladie à des fins personnelles. Le vendredi après-midi, Emma a été médicalement autorisée à sortir. La docteure Williams a fourni une documentation attestant que mes soins tout au long de la crise avaient été exemplaires et que le rétablissement d'Emma était excellent. Monsieur Garrett, Emma a de la chance d'avoir un père qui priorise son bien-être avant la pression sociale. Ce genre de défense est exactement ce dont les enfants atteints de maladies chroniques ont besoin. Mais la justification la plus importante est venue d'Emma elle-même. Papa, je sais que ce que mamie a dit n'était pas vrai. Je sais que tu m'aimes et que tu veux t'occuper de moi pour toujours. Comment le sais-tu, ma chérie? Parce que tu es resté avec moi tout le temps quand j'avais peur. Et parce que tu t'es fâché contre les gens qui disaient des choses méchantes sur nous au lieu de te fâcher contre moi parce que j'étais malade.
Emma avait appris la leçon la plus importante de toutes. La vraie famille se protège mutuellement du mal, même lorsque ce mal vient de personnes qui sont censées vous aimer. Le lundi suivant, Emma et moi sommes entrés au tribunal de la famille pour ce qui serait la résolution finale de la tentative de modification de la garde de Jessica. Armé de 15 cm de documentation, de témoignages de professionnels de la santé et de preuves de la conspiration contre mes droits parentaux, je me sentais confiant pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Le nouvel avocat de Jessica avait tenté de retirer entièrement la requête de garde. Mais le tribunal a exigé une audience car le CPS avait déposé son propre rapport sur les préoccupations d'aliénation parentale. La juge Patricia Henderson a examiné méthodiquement toutes les preuves. Le témoignage de la Dr Williams sur mes soins exemplaires pendant l'urgence médicale d'Emma. La documentation de la visite non autorisée de ma mère à l'hôpital et de la manipulation psychologique d'Emma. La preuve de la fraude financière contre mon grand-père et les dossiers de la stratégie juridique coordonnée entre Jessica et les membres de ma famille. Mademoiselle Martinez, la juge Henderson s'adressa à Jessica. Le tribunal estime que votre requête de modification de la garde était basée sur de fausses informations et a été poursuivie de mauvaise foi avec l'aide des membres de la famille paternelle de l'enfant. Cela représente une ingérence grave dans la relation père-enfant. Jessica parut stupéfaite alors que la juge continuait, « Monsieur Garrett, les preuves montrent que vous avez fourni d'excellents soins à Emma lors d'une urgence médicale potentiellement mortelle tout en faisant face au harcèlement et à la manipulation de plusieurs membres de la famille. Le tribunal ne trouve aucune base pour une modification de la garde et une préoccupation importante concernant les tentatives d'aliéner Emma de vos soins. La décision finale de la juge Henderson a dépassé mes attentes les plus optimistes. J'ai obtenu la garde physique principale d'Emma, Jessica étant reléguée à des visites supervisées pendant 6 mois pendant qu'elle suivait des cours de parentalité axés sur la communication en coparentalité et la prise de décision centrée sur l'enfant. De plus, la juge a conclu que le tribunal émet une ordonnance restrictive interdisant à Patricia Garrett tout contact avec l'enfant mineur en attendant la résolution de l'enquête du CPS. Le système de justice pénale a agi avec une efficacité surprenante une fois que les services de protection des adultes et les forces de l'ordre ont été impliqués. Ma mère a fait face à des accusations d'abus financiers envers une personne âgée, de vol par tromperie et d'ingérence dans la garde d'un enfant. Le procureur de district a expliqué que l'abus financier des parents âgés était un domaine de poursuite prioritaire, surtout lorsqu'il était combiné à d'autres comportements manipulateurs. Le cabinet d'avocats de Derek a fait l'objet d'un examen éthique par l'Association du barreau de l'État pour son rôle dans la fausse affaire de garde. Bien que Derek lui-même n'ait pas été sanctionné, le cabinet a mis en place de nouvelles politiques sur les conflits de relations familiales et a payé une amende substantielle pour un filtrage inadéquat des conflits. Mais la justice la plus significative est venue de sources inattendues. Le mariage de Stéphanie a commencé à s'effondrer lorsque le cabinet d'avocats de Derek a abandonné toutes leurs affaires juridiques en raison de préoccupations éthiques. Les partenaires de Derek n'étaient pas intéressés par un associé junior dont les drames familiaux avaient causé des problèmes de responsabilité professionnelle. Lorsque Stéphanie a découvert que Derek avait participé à un complot pour manipuler la garde de son neveu, elle a réalisé qu'elle avait épousé quelqu'un dont le jugement et le caractère étaient fondamentalement défectueux. Mon grand-père a emménagé dans un petit appartement à seulement 3 pâtés de maison de chez nous. Enfin libéré de la manipulation financière de ma mère et désireux de construire une véritable relation avec Emma. Son atelier est devenu l'endroit préféré d'Emma à visiter, où elle a appris les bases de la menuiserie et a entendu des histoires sur l'artisanat et l'intégrité. L'équipe de construction de Peterson Electric est devenue les oncles élargis d'Emma, contribuant à un fonds qui garantirait qu'elle aurait les meilleurs soins médicaux possibles et l'équipement de gestion de l'asthme. Frank a institué une politique d'entreprise prévoyant un congé familial d'urgence pour tout travailleur confronté à la crise médicale d'un enfant. Le rétablissement d'Emma a dépassé toutes les attentes médicales. La Dr Williams a expliqué que les enfants qui se sentent en sécurité et aimés font souvent preuve d'une résilience remarquable après des urgences respiratoires. La fonction pulmonaire d'Emma est revenue à la normale en 6 semaines, et sa confiance a grandi à mesure qu'elle comprenait que ses besoins médicaux ne seraient jamais considérés comme des fardeaux ou des outils de manipulation. « Papa » a-t-elle dit un soir alors que nous faisions les devoirs ensemble. « J'ai appris quelque chose d'important quand j'étais malade. »« Que as-tu appris, ma chérie ?»« J'ai appris que la vraie famille prend soin les uns des autres quand des choses effrayantes se produisent. Et la fausse famille essaie de rendre les choses effrayantes pires. » Emma avait compris la leçon que j'ai mis des années à apprendre. La famille n'est pas définie par les liens du sang, mais par des actions constantes et aimantes qui priorisent le bien-être de chacun.
L'enquête financière a révélé que ma mère avait volé près de 12 000 $ à mon grand-père en 18 mois en utilisant des histoires fabriquées sur mes besoins pour justifier ses demandes. La restitution a été ordonnée dans le cadre de son accord de plaidoyer, ainsi que 3 ans de probation et un suivi psychologique obligatoire pour les troubles d'abus financiers. Plus important encore, Emma a développé de nouvelles relations qui ont renforcé son sentiment de sécurité et de valeur. La Dr Williams est restée sa pneumologue principale, assurant une continuité des soins qui mettait l'accent sur la force d'Emma plutôt que sur ses limites. La fille de Robert, Cathy, qui avait 9 ans, est devenue la meilleure amie d'Emma et lui a appris qu'avoir un problème de santé n'était qu'une petite partie d'une vie pleine et intéressante. Notre nouvelle normalité était plus simple et plus paisible que tout ce que nous avions connu auparavant. Les matins de week-end impliquaient des crêpes et la planification de projets avec grand-père Harold. Les routines du soir comprenaient la vérification du débitmètre de pointe d'Emma et la lecture d'histoires sur des enfants courageux qui surmontent des défis. Les célébrations des fêtes se déroulaient avec notre famille choisie d'amis et de parents solidaires qui comprenaient que l'amour se démontre par des actions, pas des exigences. 6 mois après l'hospitalisation d'Emma, j'ai reçu un appel inattendu de mon cousin Marcus. Monroe. Je te dois des excuses. Nous tous. Tante Patricia nous a montré des textos qui donnaient l'impression que tu étais irresponsable concernant les soins d'Emma, mais maintenant nous savons qu'ils étaient faux. Quand elle a été arrêtée, beaucoup de secrets de famille sont sortis sur sa manipulation des gens et des situations pendant des années. La famille élargie avait enfin reconnu les schémas de manipulation qui avaient affecté de multiples relations pendant des décennies. Plusieurs parents ont tendu la main pour s'excuser et pour reconstruire des liens basés sur la vérité plutôt que sur un drame fabriqué. Mais le changement le plus profond a été dans ma relation avec Emma elle-même. L'urgence médicale avait testé notre lien dans les pires circonstances possibles, et nous en étions sortis plus forts et plus confiants. Emma savait avec une certitude absolue que je prioriserais toujours son bien-être avant la pression sociale, la politique familiale ou la convenance personnelle. Papa, quand je serai grande et que j'aurai mes propres enfants, je m'occuperai d'eux de la même manière que tu t'occupes de moi. Comment ça, Emma ? Je resterai avec eux quand ils auront peur, et je dirai à quiconque est méchant avec eux de s'en aller et de nous laisser tranquilles. Emma avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. L'amour inconditionnel exige une protection féroce des personnes que nous aimons, même lorsque cette protection a un coût personnel. La leçon de vie qui a émergé de notre épreuve était à la fois simple et profonde. La véritable loyauté familiale signifie se soutenir mutuellement à travers les crises réelles, et non exiger que les crises réelles soient abandonnées pour des convenances sociales. Quand les gens utilisent vos pires moments comme des armes contre vous, ils ont révélé qu'ils n'ont jamais été votre famille pour commencer. Emma et moi avons construit une nouvelle définition de la famille basée sur la présence pendant la difficulté, la célébration du rétablissement et un engagement inébranlable envers le bien-être authentique de l'autre. Nous avons appris que les personnes qui comptent le plus sont celles qui se présentent quand c'est difficile, qui protègent votre paix quand d'autres essaient de la perturber, et qui vous aiment non pas malgré vos défis, mais en les incluant. Notre histoire ne concerne pas le fait de couper les ponts avec des parents de sang ou de rejeter la famille en bloc. Il s'agit de reconnaître que les liens familiaux se méritent par un comportement aimant et constant et que protéger nos enfants de la manipulation toxique est l'une des responsabilités les plus importantes que nous ayons en tant que parents. Emma a maintenant 10 ans, elle gère son asthme avec confiance et est entourée de personnes qui voient ses besoins médicaux comme une simple partie d'une personne complète et aimée. Elle sait que sa valeur n'est pas mesurée par sa commodité pour les autres et que les personnes qui l'aiment prioriseront toujours sa sécurité et son bonheur avant les attentes sociales. Quels défis avez-vous rencontrés lorsque des membres de votre famille ont priorisé leur propre confort par rapport aux besoins réels de votre enfant ? Comment avez-vous navigué le choix difficile entre la loyauté familiale et la protection de vos enfants ? J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo pour aider d'autres parents qui pourraient être confrontés à des situations similaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle sur la protection des liens familiaux et la défense de ceux qui comptent le plus. Et partagez-la avec quiconque a besoin d'encouragement pour faire confiance à ses instincts parentaux plutôt qu'à la pression familiale. Merci d'avoir écouté notre histoire. Et rappelez-vous, les personnes qui vous aiment vous soutiendront dans vos moments les plus difficiles, elles ne les utiliseront pas contre vous.